Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale élections législatives 2024. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, ces élections législatives fort et inattendues ont surpris tout le monde, le monde politique comme le monde médiatique. Nous nous sommes tous organisés à la dernière minute et merci à toutes les candidates et tous les candidats qui vont se succéder dans ce studio de Radio Couleur à Bourgoin-Jallieu. Nous allons couvrir, comme je vous le disais tout à l'heure, les 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Donc le Nord-Isère au centre de nos préoccupations à Radio Couleur, comme depuis 1981 bien sûr. Ce Nord-Isère qui voit se présenter sur 2 circonscriptions, au total 11 candidats. Alors nous allons pour l'instant nous focaliser sur la 10e circonscription. La 10e circonscription dont Marjolaine Meignier-Millefer a été la députée jusqu'à il y a quelques jours. Marjolaine Meignier-Millefer, bonjour. Bonjour. Voilà, alors avec une circonscription fort débattue, fort combattu, fort désiré par tous les partis. Alors vous êtes la candidate. Raison, c'est une belle circonscription. Voilà, vous êtes là pour en témoigner et vous n'avez pas l'intention de la laisser pour autant aux autres. Néanmoins, viennent vous la disputer 4 autres candidats. Alors, simplement déjà pour corriger juste ça, c'est que cette circonscription, elle appartient à personne. Et en fait, le député, il a comme rôle de porter la parole des citoyens de la circonscription. Donc, c'est pas tant une histoire de propriété qu'une question de porte-parole. C'est évidemment pas une histoire de propriété. Néanmoins, chaque parti, chaque candidate est là pour défendre évidemment ses convictions, son désir de faire ses politiques publiques. Alors, juste pour dresser le paysage pour nos auditeurs, que si jamais ils n'ont pas encore vu toutes les infos qui circulent partout, il y a donc 5 candidats sur la 10e, vous-même. Du côté, à votre gauche, on a Joëlle Richol, qui est la candidate du nouveau Front Populaire, et encore un petit peu plus à gauche, Clément Borde, comme d'habitude, qui représente le Lutte ouvrière. Et puis sur votre droite, Aurélien Leprêtre, donc adjoint à la ville de Bourgoin-Jallieu, qui se présente de nouveau, tout comme en 2022, pour les Républicains. Et enfin, peut-être la surprise de ces élections, Thierry Pérez, le patron du Rassemblement national en Isère, qui vient sur la 10e circonscription, peut-être montrer justement que cette circonscription est un enjeu majeur pour beaucoup de monde. Voilà, alors moi j'aimerais commencer par cette question que tout le monde se pose, qui taraude tout le monde, et sûrement qui vous a aussi interrogé vous-même quand c'est arrivé. Cette dissolution, elle était inattendue, y compris pour vous. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous la défendez? Alors absolument, c'était une surprise, c'est sûr, on en parlait, mais c'était pas forcément quelque chose d'envisagé et à si court terme. Dire que je la défends ou que je la comprends, je pense qu'on aura la compréhension complète sans doute un peu plus tard quand la poussière sera retombée. Moi, ce que je crois, c'est que c'est beaucoup lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques et que derrière, il y a eu une volonté d'agir vite pour éviter des troubles à l'ordre public pendant les JO. Parce qu'en fait, il y avait plus de 55% de la population qui demandait une dissolution, qu'il y avait une sorte de revolonté très forte de rebattre les cartes, c'est que finalement, dissoudre l'Assemblée, il n'y a pas de geste plus fort finalement que de renvoyer les gens au vote et de dire, voilà, vous avez effectivement le choix de redécider ce que vous souhaitez pour l'avenir et pour les prochaines années. Et donc du coup, je pense que c'est de toute façon une bonne chose de redemander aux gens ce qu'ils veulent. Donc moi, j'ai jamais eu d'inquiétude vis-à-vis à ça. Donc je me soumets à l'élection comme tout le monde. Pour être tout à fait honnête, je me suis posé la question de repartir. Je me suis dit peut-être qu'il y a une forme de cycle qui se termine et que peut-être c'est pas forcément les gens ils n'ont pas forcément envie de me revoir moi sur le terrain. Et en fait, j'ai reçu non seulement beaucoup de messages de soutien en me disant on espère vraiment que tu repars, mais aussi des gens qui se projetaient sur l'alternative où je ne me représenterai pas, et ça leur faisait très peur. Donc il y avait ce côté on te connaît, tu as été sur le terrain pendant 7 ans, tu as travaillé avec nous et on aimerait continuer. Donc c'est pour ça que je me suis réengagée. D'autant que dans cette dissolution, il y a aussi peut-être l'idée de réaffirmer d'autant plus vos places justement et ce choix des électeurs pour vous.
Mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que pour cette fois-ci, alors déjà c'est toujours vrai, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui, chaque voix compte, chaque voix va compter, et les gens en exprimant ce qu'ils souhaitent, ils vont vraiment définir, finalement dessiner la carte de France telle qu'ils la veulent. Et on dit un peu en ce moment que c'est l'élection du Premier ministre qui se joue, mais c'est pas complètement faux, dans le sens où s'il donne une majorité au RN, ce serait légitimement celui du groupe majoritaire qui serait Premier ministre. Ce qui serait compliqué pour le président du RN, c'est qu'il serait sans doute empêché par tous les autres, et que sans doute le candidat, s'il était issu de LFI, lui aussi serait empêché par tous les autres. Et donc il y a cette question de savoir si on peut trouver un bloc de coalition centrale entre la gauche de responsabilité, la droite humaniste et le socle des centristes, qui arriverait à se mettre d'accord sur quelque chose de suffisamment stable, de suffisamment coopératif comme vision, voilà, pour la France, qui permettrait de sortir des difficultés dont on a été. Puisque c'est vrai que les Français l'ont bien vu, l'Assemblée nationale ne fonctionnait pas bien, c'était très difficile de débattre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'une Assemblée qui peut débattre de manière apaisée. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Tous les analystes semblent penser que ça risque d'être pire en termes je suis pas certaine. Je suis pas certaine parce que je pense que les voix sont clarifiées. Moi, je suis d'abord contente qu'il y ait eu un message clair vis-à-vis des candidats de gauche, des écologistes et de la droite, qui était de dire qu'il fallait, si les uns les autres se distinguaient clairement du projet du Rassemblement national ou du projet de LFI, qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas de candidat en face de ce qui était un message très clair d'ouverture par rapport aux différentes nuances politiques qui sont dans le cadre d'une ligne politique qui peut être constructive indépendamment de ces nuances. Et en tout cas qui peut se rassembler autour du projet de la France. Et y compris dans les lignes de LFI, y compris dans les lignes du RN, on voit qu'il y a des courants qui sont différents et qui sont divisés. Au sein de LFI, il y a une ligne de gens qui sont altermondialistes, qui rêvent d'un autre monde. Des fois, ils sont un peu plus pressés que nous à le transformer, parce que nous, on a cette même vision réformiste, mais la réforme, c'est pas la révolution. Donc nous, on y va à pas plus mesuré, donc souvent, ils sont impatients. Mais cette ligne-là d'altermondialisme, moi, je peux les comprendre. En revanche, les LFI qui jouent au ballon avec la tête des ministres pendant les réformes, ou qui piétinent les règles de la République, ça, par contre, ça, moi, je peux pas. Et de la même façon, le Rassemblement national, moi, je peux entendre le Rassemblement national de la zone rurale, vous voyez, qui dit faut penser à nous, il y a des choses qui se passent. Moi, je peux l'entendre, parce que je l'entends dans les villages également. Mais en revanche, c'est pas possible. Le RN qui fait un marchepied vers la Russie, qui fait des passerelles vers les pays qui sont aujourd'hui en guerre avec l'Ukraine. Il y a des choses comme ça qui manipulent sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas non plus à ça que s'attendent les électeurs, je pense, du RN. Donc il y a des lignes de clarification, elles sont en train de se faire. C'est vrai aussi avec le PS, les électeurs de Glucksmann qui pensaient qu'ils avaient trouvé tracé dans le sol une ligne claire vis-à-vis justement de ce que je disais des révolutionnaires ou des anarchistes qui peuvent exister chez LFI. Aux européennes, ils ont voté clairement Glucksmann, et là, ils se retrouvent à nouveau embarqués dans une coalition dans laquelle ils ne sont pas complètement. Donc on voit bien que là aussi, il y a des lignes qui ne sont pas les mêmes. J'ai des collègues d'autres partis qui me disent qu'ils n'ont aucune envie de s'associer à LFI. Et de l'autre côté, du côté du LR, on voit qu'il y a aujourd'hui des candidats qui prennent la double étiquette LR-RN pour toute une partie de la droite historique républicaine. Enfin, c'est une trahison. Et donc, je pense que ces lignes-là, elles sont en train de travailler très fort et sur des temps très courts. Je pense que ça déboussole beaucoup les gens. Et ça, j'en suis navrée parce que le temps est très très court, effectivement. Mais néanmoins, je pense qu'à terme, ça clarifiera le jeu politique et que finalement, ça redonnera de la vigueur à la vie démocratique. Moi, j'ai été énormément sollicitée sur le terrain par des gens qui me disent, comme en 2017, et de ce point de vue-là, et moi ça m'enthousiasme, j'ai énormément de gens qui me disent, moi j'ai jamais fait de politique, mais là j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire des choses parce que c'est pas possible, là, le monde d'une colère contre une autre qui s'affronte, etc. Il doit y avoir une troisième voie possible, et ça je retrouve un petit peu de ce pourquoi je me suis engagée en 2017. Est-ce que cette troisième voie, mais ça n'est pas justement celle contre laquelle les deux autres partis sont en colère ? Alors,
Moi, je l'entends encore une fois. Hein, c'est la voie de la transformation qui essaye. On n'a pas tout réussi. C'est pas simple de transformer le pays. C'est pas facile. Et évidemment, il y a des choses qui ont été réussies et évidemment, il y a des choses qui ont été moins bien réussies. Moi, je le reconnais. Moi-même, j'ai pu être ici ou là en débat assez musclé avec le gouvernement ou avec la majorité. J'ai pas forcément toujours été du même avis. Il y a des sujets sur la loi asile-immigration, mais je me suis abstenue, par exemple. Il y a des éléments sur lesquels... oui, il y a des manières de porter les choses, surtout que j'aurais pas fait de cette façon-là. Mais moi, je renie pas le bilan de ce qui a été fait, en fait, depuis maintenant 7 ans que je suis députée. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Il y a eu un renouvellement sans précédent de la classe politique en 2017. Il y a la première femme présidente de l'Assemblée nationale qui est arrivée dans cette période. On a remis une femme première ministre. Ça paraît aujourd'hui rien du tout, mais ça n'était pas arrivé depuis des années. Et on avait je crois. L'IVG, des éléments de ce type-là. Enfin, c'est des choses qui m'ont marqué à titre personnel. Et puis il y a plein d'autres choses qui ont été faites. Vous voyez, des choses qui devaient être des trucs qui marcheraient jamais, genre l'impôt à la source. Ça s'est mis en place et ça a permis, par exemple, que les APL vous les touchiez l'année où vous en avez besoin et pas 2 ans après. Les gens qui avaient une situation qui changeait, ils gagnaient bien leur vie 2 ans plus tôt, ils perdaient leur boulot. Quand ils avaient besoin des appels, on disait ah oui, mais vous gagnez bien votre vie il y a 2 ans. Et on leur disait, du coup, vous aurez droit aux appels dans 2 ans. Mais c'était pas au moment où ils en avaient besoin. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites. Il faudrait beaucoup plus que 20 minutes pour pouvoir en parler. Mais je renie pas ce bilan. Par contre, je pense que dans le portage, effectivement, dans la manière dont ça a été dit, ça a été très compliqué. Nous, les députés, on n'a pas arrêté de bosser. Et donc, du coup, on n'a pas été assez sur le terrain. On le disait régulièrement qu'on voulait être davantage sur place. Mais quand vous avez des tromblons d'amendements qui vous verrouillent dans l'hémicycle pendant des heures et des heures, où vous pouvez rien faire d'autre que d'attendre que la virgule soit négociée pour qu'on puisse en face faire des vidéos pour les réseaux sociaux, histoire de dire qu'on a pris la parole dans l'hémicycle et qu'on a dit un truc qui n'avait rien à voir avec les amendements. Moi, c'est pas ma façon de travailler, donc effectivement... Et c'est l'une des grandes complexités aussi de ce mandat de député, c'est-à-dire que si on n'est pas à l'Assemblée, on nous le reproche, et si on n'est pas sur le terrain, on nous le reproche aussi, donc c'est toujours très compliqué. Et si on n'est pas en train de travailler en amont des textes de loi avec les filières, avec les associations, pour faire en sorte que les textes de loi, quand ils arrivent en commission et qu'ensuite ils arrivent dans l'hémicycle, si on veut qu'ils soient bien affinés, il y a tout un travail en plus invisible qui est encore au-delà de simplement la présence sur le terrain ou dans l'hémicycle. Donc voilà, c'est vrai que moi, en tant que vice-présidente de la commission du développement durable, je l'ai vraiment vu. Moi, j'ai beaucoup focalisé mon travail sur le travail amont, et ce travail amont, il est complètement invisible des gens. Alors justement, tout à l'heure, on a parlé de la colère des électeurs. Cette colère, tout à l'heure, vous l'avez bien dit, elle s'exprime particulièrement dans les zones rurales. Si on analyse un peu finement les résultats des élections européennes dans le Nord-Isère, sur la 10e circonscription, sur la 6e et même la 7e, la 8e, on voit des résultats qui sont voilà, si on reste sur Bourgoin-Jallieu, on reste à 30%, c'est la moyenne nationale pour le Rassemblement national. Par contre, si on va aller dans les communes alentours, on monte rapidement à 47, 50, voire plus de pourcentage. Et c'est là que finalement la colère s'exprime le plus. Comment vous l'analysez, ça ? Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, cette polarité ville-campagne. Ça fait des années qu'on limite on monte la campagne contre les villes en disant d'un côté il y a la vie des villes, la vie des métropoles, et puis de l'autre côté il y a les oubliés dans les zones rurales, des gens qui sont laissés pour compte. Ce qui est sûr, c'est moi je l'ai beaucoup défendu par exemple sur la question de mobilité, ça rend dingue que en métropole on puisse vous dire alors on va mettre en place un service de trottinette électrique pendant que derrière vous avez toujours pas le bus qui passe dans le village. Ça rend dingue, et effectivement c'est des actions sur lesquelles on a essayé de travailler avec la loi d'orientation des mobilités. Alors elle était un peu contrée chez nous par la région qui a pas voulu la mettre en place, mais derrière on a travaillé sur ces sujets là pour essayer de remettre de la mobilité partout. Et voilà, c'est un premier élément par exemple. De l'autre côté, je pense que c'était aussi un jeu politique d'un certain nombre de gens de faire ville contre campagne, et qui en ont fait presque une histoire politique et qui ont exacerbé ce trait. Moi je crois que dans nos zones rurales on a
enfin vraiment, on a des énergies très très chouettes et qu'il faut les accompagner et les aider à avancer. Qu'elles y sont réellement, mais aujourd'hui on a une logique de dire l'association elle va plutôt aller chercher à s'installer dans la ville-centre parce qu'en fait la commune rurale n'a pas les moyens de la soutenir financièrement. De la même façon, en termes de limitation de croissance pour les communes rurales, il y a un peu cette logique de on va aller vers la centralisation. Et ça, c'est vrai aussi à l'échelle territoriale. Donc je pense que ce qui est proposé là pour le nouveau cycle, qui était en train de se mettre en place mais qui sera poursuivi, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue territorial entre la région, les départements et les territoires, les intercos et les communes, pour qu'en réalité, les Français puissent vivre bien dans tous les territoires. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a 80% des gens qui habitent en ville que 80% des ressources et des richesses doivent aller en ville, puisque les villes, elles sont déjà développées. Elles ont déjà des services, des infrastructures qui sont développées, elles ont déjà des offres culturelles qui sont solides. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Dans les métropoles, vous avez presque trop de choix de culture et vous en avez aucun dans les zones rurales parce qu'on n'arrive pas à faire de péréquation. Donc typiquement, des projets qui ont été menés dans les zones rurales qui sont intéressants, c'est des projets comme les microfolies, par exemple. Vous avez des musées itinérants qui vont pouvoir aller dans les écoles rurales parce que c'est très compliqué de financer la sortie scolaire des gamins de zones rurales parce que le bus coûte maintenant tellement cher que du coup, on peut de moins en moins le faire. Du coup, on fait venir la culture dans les villages, dans les communes rurales. De la même façon, il faut qu'on arrive à soutenir un travail sur territoire d'industrie, à travailler à cette logique d'industrie dans les campagnes qui est hyper résiliente. Par exemple, dans notre territoire à nous, on a 3 fois le niveau industriel dans l'échelle locale que par rapport aux moyennes nationales. Et là encore, il faut penser aux plus petits, pas forcément les très grosses entreprises qu'on a dans le territoire, mais aussi les petits. C'est à ça que doit servir, par exemple, les territoires d'industrie ruraux. Alors c'est ça c'est les logiques économiques, des dynamiques culturelles certainement à insuffler davantage. Néanmoins, dans ce vote des zones rurales, il y a aussi peut-être d'autres réalités, des souffrances de personnes. Dans les zones rurales, il n'est pas rare de voir des gens qui sont retraités avec 500-700 euros par mois, qui n'ont plus un médecin pour les soigner, où le facteur ne passe même plus. Enfin non, ça c'est peut-être exagéré, mais enfin très peu, il ne s'arrête plus. Mais il y a aussi toute cette déshérence-là. Il y a une perte du lien social, mais ça s'est délité partout dans la société. Aujourd'hui, on ose à peine voir son voisin. Il faut qu'on ait une fête des voisins pour avoir l'autorisation de recroiser ses voisins. C'était pas le cas avant. Avant, on pouvait facilement taper chez le voisin pour demander du sucre. Aujourd'hui, on n'ose plus le faire. Souvent, il y a une forme de timidité sociale qui s'est instaurée de partout et on n'ose plus vraiment avoir les relations avec ses voisins qu'on avait naturellement dans les villages. Et on a des nouveaux installés qui connaissent pas forcément les histoires locales, etc., qui savent pas forcément comment s'intégrer, qui du coup participent pas toujours à la vie communale, mais qui des fois aimeraient bien. Alors des fois ils rentrent par les associations, mais des fois ils se comportent aussi dans les associations en se disant je suis un peu comme un client de l'association au lieu d'être un membre de l'association. Donc voilà, il y a une forme de culture partagée à rediscuter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans nos zones rurales, il y a vraiment de l'action positive. Et on l'avait rencontré, vous le dites, au moment des Gilets jaunes, ça s'était vraiment très fortement exprimé. Les gens l'avaient déjà dit, en fait, en 2019. Quand vous avez accumulé en même temps les charges de la maison et les charges de la mobilité et que vous avez le prix de l'énergie qui explose, en fait, vous n'en sortez plus financièrement. Et le travail qui a été mené depuis tout ce temps, c'est de travailler justement à faire baisser le coût de l'énergie partout, parce que vous le retrouvez partout, vous le trouvez à la racine du pouvoir d'achat. Tous les produits qui ont augmenté, ils ont augmenté parce que le prix de l'énergie pour les produire, il a augmenté. Et à chaque niveau, on se retrouve un petit peu sous tension. Alors beaucoup a été fait pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, mais comme dans le même temps, l'inflation a augmenté, ça a pratiquement fait statu quo, vous voyez. Les gens, ils n'ont pas vraiment vu que ça avait écraser la claque qui a été prise par exemple dans d'autres pays européens. Les gens, ils ont vu des inflations à 200% des charges énergétiques ou une inflation bien plus haute que ce qu'on a vécu en France. Mais comme nous, on l'a pas vécu, on voit juste l'augmentation et on voit pas à quel point elle a peu augmenté par rapport à ce qui se passait ailleurs. Très bien. Alors Marjolaine Mellifère, c'est pas notre habitude, mais on a un format de 20 minutes parce que justement c'était inattendu, parce qu'il faut s'organiser très vite et recevoir tous les candidats. Je vous laisse 2 minutes pour conclure peut-être et pour dire ce qui vous tient vraiment à cœur et ce que vous voulez passer comme message, et peut-être un rendez-vous pour un prochain meeting. Absolument, merci. Alors la première chose, c'est les gens me disent beaucoup, mais en fait aujourd'hui on n'arrête pas de nous dire il faut faire contre, voter contre. Moi j'ai pas du tout envie de dire de voter contre. D'ailleurs, je n'osais pas parler de contre à aucun moment de cet échange.
Moi, j'ai envie qu'on vote pour un pays apaisé, qu'on vote pour des projets de territoire qui soient soutenus, qu'on vote pour une manière de faire de la politique qui permet aux gens de trouver leur place. Et encore une fois, les Gilets jaunes, moi, ça a été une vraie rencontre parce que je me suis rendu compte que les gens qui étaient très en colère, ils avaient beaucoup d'énergie en fait, et que cette énergie était bloquée. Et qu'à partir du moment où on débloquait cette énergie, on se réalignait avec les gens et toute cette énergie, elle pouvait se déployer et du coup tirer tout le monde. Et en fait, on a travaillé à ça, on a appelé ça la fabrique citoyenne. Et les gens qui arrivaient avec des colères, on leur disait mais pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment on peut vous aider. Et ça a changé la dynamique. Et la deuxième chose qu'on va faire du coup à l'occasion de ce nouveau projet, c'est d'accompagner les communes rurales, notamment toutes les plus petites qui ont le plus de difficultés, où l'engagement devient si compliqué. On veut les aider à s'engager aussi, à faire en sorte qu'ils puissent avoir du soutien en fait dans leur projet, et donc on mettra les épaules dessous d'aider l'engagement dans les communes rurales qui sont aujourd'hui fragilisées. Et effectivement, peut-être se dire que depuis 2017, les gens me connaissent en fait, et ils savent comment je travaille, et voilà, ils m'ont entendu, mais je pense qu'ils m'ont entendu avant et ailleurs. Je pense qu'on a besoin de continuer à travailler dans cette approche apaisée et dans une approche positive. Je pense que les gens qui sont en colère, ils iront pas beaucoup plus loin avec cette colère et qu'il faut la transformer avec une action positive. C'est pour ça qu'on invitera les gens mercredi prochain à une grande fête républicaine pour fêter la politique positive, la politique des idées, la politique des projets, la politique des territoires. Et j'espère que les gens seront nombreux, élus ou simples citoyens, à venir nous rejoindre. Où ça et à quelle heure ? Alors ce sera mercredi prochain, il y aura des informations plus précises, mais ça sera à partir de 18h, et puis en fait les gens pourront venir y aller, soit venir boire un verre, soit venir manger avec nous, on fera un grand gratin dauphinois, on fêtera le Nord-Isère, et puis en fait le lieu a priori ça pourrait, je préfère pas le dire parce que je veux confirmer que ce sera bien là avant de donner une fausse information, ouais. Mais j'invite les gens à vérifier sur internet, sur les réseaux sociaux et sur les panneaux d'affichage parce qu'on le dira partout. Voilà, et je précise que c'est pas un désir de teasing ou de faire la surprise à tout le monde, hein, c'est juste parce que comme tout le monde, vous êtes prise par les temps d'organisation et le calendrier. Et je veux pas dire un endroit qui serait pas le bon et que les gens aient du coup une fausse information avant le moment clé. Donc voilà, mercredi prochain, une grande fête pour tout le monde, et puis d'ici là, si les gens ont envie de s'engager avec nous, ont envie de faire de la politique de cette façon-là, ils peuvent nous contacter. En fait, toutes les bonnes énergies sont bonnes à prendre, et en fait, non seulement on veut utiliser la campagne quelque part comme un temps de mobilisation, mais on voudrait le continuer après, que tous les gens qui veulent s'engager positivement pour le territoire, pour le Nord-Isère et pour leur pays, qui viennent avec nous et qui rejoignent nos équipes de gens dans la fabrique citoyenne ou dans l'Académie des élus. Merci beaucoup Marjolaine Meignier-Millefert, merci d'être venue, merci d'avoir ouvert ce bal des candidats et des candidates qui vont se succéder dans ce studio à Radio Couleur. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain à 16h avec Alexis Joly pour candidat pour le Rassemblement national sur la 6e circonscription cette fois. Et pour l'instant, suite de vos programmes sur Radio Couleur en musique pour l'instant. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.